Salut à tous, c'est Chris dans Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui nous allons parler dans cet astro commentaire des Winx et de l'adaptation du Winx Club par Netflix. Donc mystérieusement non parce que je pense que pour les personnes qui me suivent en tout cas sur Instagram, vous êtes au courant que j'aime beaucoup les dessins animés des années 2000, notamment les dessins animés de mon enfance. Et en l'occurrence, le Winx Club se trouve être une série d'animation que j'ai saigné dans tous les sens, et pas que dans mon enfance en fait, parce que je suis resté vraiment fan de plus que de l'histoire, de la licence et de la manière dont ce récit a évolué avec le temps, les différentes formes, les différents formats. Je l'ai vu vieillir et gagner en maturité cette licence pour ensuite rajeunir et pas perdre forcément en maturité, mais en tout cas s'adresser à des publics qui étaient beaucoup plus jeunes. Et donc il me semble que la toute dernière saison où on avait vraiment des graphismes qui étaient pour des enfants, je pense à partir de 8 ans. Là, dans cette version des Winx qui est adaptée sur Netflix, on a clairement un univers qui est beaucoup plus sombre, un univers qui est beaucoup plus axé sur la charge dramatique en fait de la série d'animation, ce qui est vraiment plaisant pour les fans de la première heure comme moi. Et en même temps, on a des petites rectifications, des choses qui sont vraiment très différentes de la version animation. Et on va parler un petit peu de ça dans cet astro commentaire. Donc maintenant, est-ce que il y a un lien direct entre les Winx et l'astrologie? Évidemment, je pourrais faire les archétypes des personnages et dire à quel signe ils pourraient correspondre, mais je pense que c'est pas forcément la chose la plus pertinente par rapport à cette adaptation-là. Et des questions que j'ai eues, les gens voulaient vraiment mon avis en fait sur ce qui a changé entre la série d'animation et l'adaptation et ce que j'en pensais personnellement. Alors, donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les Winx, c'est une série d'animation italienne qui a été écrite, produite, réalisée par Igino Estrafi. Donc avant je pensais que ça s'appelait Ignacio, mais bon, il me semble que c'est Igino Estrafi. Donc cet Italien qui a travaillé pour un studio qui s'appelle Rainbow, a produit donc cette série qui s'appelle le Winx Club, donc qui met en scène 5 super amis qui sont des fées et qui doivent sauver le monde des menaces qui planent sur la Terre. Et donc ces menaces sont symbolisées par des sorcières, 3 sorcières qui s'appellent les Trix et qui représentent la forme antagonistique du récit. Donc voilà un petit peu, et le personnage principal donc c'est Bloom, qui est une jeune fille qui découvre ses pouvoirs de fée dans des circonstances un peu glauques et qui se retrouve ensuite à faire sa rentrée à Alphea, le lycée des fées. Et donc dans ce lycée-là, elle va rencontrer ses amis qui vont devenir les Winx et ensemble elles vont former le Winx Club. Voilà, donc ça c'est pour la série d'animation. Et dans la série Netflix, c'est différent. Alors, juste pour la petite subtilité, ce n'est pas le studio d'animation des Winx qui a travaillé sur c'est pas un live action d'ailleurs, parce que ça n'a pas été commandé par le studio. Netflix a travaillé en étroite collaboration avec le studio. Je pense qu'ils ont juste acheté les droits d'adaptation audiovisuelle de la propriété Winx Club, voilà. Et ensuite ils l'ont transformé, du coup ils l'ont adapté et et c'est comme ça en fait, une fois quand on acquiert des droits d'adaptation audiovisuelle, on peut ensuite modifier l'histoire, la rapiécer, ajouter des petits changements, évidemment tout ça en accord avec les ayants droit. C'est pour ça que dans le générique de Winx, le destin ou Fate que vous voyez sur Netflix, vous voyez tout le temps en association avec le studio Rainbow, en association avec Igino Estrafi, voilà. Donc, parce que ça veut dire que les ayants droit ils sont derrière pour valider, greenlighter ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Donc tout ce que vous voyez, l'auteur original est en accord en fait avec ce que vous voyez. Il a validé tout. C'est impossible pour eux, même s'ils ont acquis, excusez-moi, les droits d'adaptation audiovisuelle, de faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc pour les fans qui sont en colère, voilà la petite explication. Mais j'ai plein d'autres explications par rapport aux changements. Mais avant ça, on va parler très rapidement des changements. Alors qu'est-ce qui change vraiment entre la version série d'animation et la version Netflix? Alors déjà, il y a des grandes absentes au Winx Club. Donc le Winx Club, c'est quand même une bande de 5 nanas avec Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna et Layla. Donc en fait non, elles sont 6, mais bon, Layla arrive beaucoup plus tard dans la série d'animation. Et en fait, dans la nouvelle série Netflix, il y a donc 5 fées qui sont représentées toujours par Bloom, Stella et Musa, qui sont le centre névralgique.
mais Flora, Tekna et Layla sont absentes, donc elles sont pas vraiment absentes puisque Layla c'est la version française européenne, Aisha c'est la version américaine, latino-américaine des Winx, voilà, donc c'est le même personnage, donc il n'y a pas je pense que la plupart des sites internet qui référencent l'absence de Layla, c'est juste des gens qui miskin, juste parce que Layla, c'est vrai qu'elle est un peu plus claire dans la série d'animation que l'actrice qu'ils ont choisie, enfin bref, c'est un détail qui est pas très important. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Musa a été skippé. Enfin, il a pas vraiment été skippé, mais ils ont choisi une actrice qui n'est pas nécessairement asiatique, donc peut-être qu'elle est d'Asie mineure et qu'elle est pakistanaise, j'en ai aucune idée. Je trouve qu'elle est très, comment dirais-je, racialement ambiguë. On peut pas vraiment deviner d'où elle vient ou voilà ses origines, et il y a absolument aucun problème avec ça. Mais voilà, donc ils ont remplacé la fée de la musique par la fée de l'esprit, et cette fée de l'esprit, bah c'est Musa. Donc Flora, elle est remplacée par sa cousine dans la série d'animation. Si vous vous souvenez, Flora, elle a une cousine qui s'appelle Terra. Et donc Terra, qui remplace Flora dans le Winx Club. Voilà, donc c'est vraiment les gros changements. Et Tekna qui est absente, mais ça ne m'étonnerait pas que dans la prochaine saison, Tekna débarque. Voilà, donc peut-être que c'est un moyen aussi de valoriser le personnage. Moi, j'ai plein de théories sur ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fanservice qui a été fait, parce qu'il y a clairement des clins d'œil, des théories, beaucoup de choses qui ont été développées par les fans des Winx, qui ont été d'une manière ou d'une autre, en tout cas intégrées ou soulignées dans l'adaptation dramatique, là, la série live action qui est sur Netflix, et ça, franchement, c'est vraiment cool. Surtout pour un fan de la première heure comme moi, vraiment, c'était fanservice. Alors, donc, c'est vrai que dans cette version-là, il n'y a pas les tricks, mais moi, je pense qu'ils vont arriver à la saison 2, et je pense que ça va être un excellent argument de la saison 2, parce que c'est une série d'animation dont les antagonistes, donc les méchantes, entre guillemets, les tricks, qui sont 3 sorcières, issues de l'école rivale à Alphea, qui est la Tour Nuage. Et ces 3 sorcières, en fait, elles sont devenues hyper populaires auprès des fans de la série. Donc voilà, donc je pense que ça va être un gros argument pour que les gens regardent la saison 2 que de faire venir les tricks dans la saison 2, mais on a quand même ce personnage mystérieux de Béatrix, on sait pas vraiment si c'est une fée, on sait pas vraiment si c'est une sorcière, qui est présente dans la série et qui, selon moi, serait l'une des 3 sorcières, donc Stormy en l'occurrence, et qui, voilà, serait réunie avec ses sœurs un peu plus tard dans la saison 2, en fait. Donc ça, c'est une théorie, évidemment, qui serait à vérifier. Donc, dans cette version Netflix, il y a une seule école. Donc, dans la série d'animation, il y a plusieurs écoles, dont l'école des spécialistes. Et dans cet univers-là, il y a un seul monde qui s'appelle l'Autre Monde. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était super mignon comme clin d'œil, l'Autre Monde, parce que ça fait clairement référence à une série très populaire de littérature jeunesse française, l'Autre Monde. Donc, il n'y a qu'une seule école dans la version Netflix, et c'est Alphea. Les spécialistes, ils sont intégrés du coup à Alphea, et ils servent en fait de base militaire pour aider, pour protéger Alphea, etc. Donc, la composition des spécialistes, elle a changé. Évidemment, il y avait Brandon dans la version animée. Et Brandon disparaît, et en fait Stella a une relation avec Sky qui est aussi le prétendant de Bloom. Donc un espèce de triangle amoureux trop chelou qui promet vraiment une grosse explosion dramatique dans la saison 2, et j'ai vraiment hâte que tout ça pète, parce que il est sous-entendu en fait dans la série d'animation que Sky en fait aurait eu une aventure avec Stella, ou en tout cas qu'il aurait eu une aventure avant la venue de Bloom. Pareil pour Stella, et en fait voilà, je trouve qu'ils ont vraiment exploité cette théorie-là qui avait été poussée par les fans, et j'ai trouvé ça super curieux. Donc je sais pas s'ils ont lu, mais je pense Netflix, c'est leur style en fait de faire ce travail-là. Ça m'étonnerait vraiment pas en fait qu'ils l'aient fait, donc voilà. Le cadre, ça se déroule en Irlande, donc c'est particulier. Il y a des pierres druidiques, un espèce de clin d'œil à Stone Age, je ne sais pas, mais en tout cas un cercle de pierres qui est près de l'école. Donc c'est intéressant, je trouve qu'ils aient choisi l'Irlande comme cadre et tout pour Alphea. Oui, c'est sûr que c'est une terre de magie, c'est une terre de fées, etc. Mais bon, j'ai trouvé de toute manière le setting un peu cheapos, donc c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de budget dans la série. Mais j'ai trouvé que l'univers ne traduisait pas vraiment toute la richesse en fait de la série d'animation.
Euh, et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Dans le sens où il aurait peut-être fallu choisir un cadre peut-être plus européen. Mais du coup, ça aurait complètement cassé l'ambiance très américaine, en fait, qui a volontairement été donnée à la série. Mais voilà. Mais j'ai un avis aussi sur cette ambiance américaine. Moi, je trouve que ça fait très cheap. Et de toute manière, quand j'ai vu qu'ils ont choisi Aisha à la place de Layla, donc c'est bidon, mais le personnage de Layla, il s'appelle Aisha dans les versions les plus populaires en fait de la série d'animation, la version brésilienne, la version américaine. Et je me suis dit, ok, s'ils ont choisi ce prénom-là, c'est qu'ils veulent clairement orienter la série d'une certaine manière sur certains marchés particulièrement. Et donc c'est clairement pas un truc qui est censé être vraiment esthétiquement beau et qui est censé faire rêver quoi. Là le but c'était vraiment de vendre une bonne série Netflix soi-disant original au public Netflix lambda. Et en fait l'appel d'air ça aurait juste été comme argument en fait bah ok bah c'est les Wings, c'est le truc que vous avez regardé quand vous étiez petit, bah écoutez maintenant on vous le redonne mais version dramatique, version thriller, et ça pète dans tous les sens quoi. Donc ouais c'est vrai que ça pète dans tous les sens. Il y a quand même des morts hein, dans cette série, des gens qui meurent, voilà. C'est violent, c'est lugubre, c'est angoissant, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de références au sexe, c'est très explicite, donc moi personnellement j'ai kiffé parce que j'ai grandi avec cette licence et je me dis voilà c'est pas mal d'avoir une expérience aussi de cet univers-là de manière beaucoup plus mature. Et moi de manière c'est toujours plus agréable, enfin c'est un peu du réel fantasy hein, le genre dans lequel ils ont placé les Wings, c'est un peu du réel fantasy, c'est entre le réel fantasy et le fantastique. Et en fait ce qui me fait kiffer c'est voilà faire une série pour ados, parce que pour moi c'est pour ados même si c'est interdit au moins de 16 ans, faire une série en fait pour ados qui est dans un contexte qui est hyper fantastique, irréel, surréaliste, etc. Mais avec des problématiques qui sont vraiment typiquement adolescentes. Donc ça, j'ai trouvé le challenge ambitieux. Et voilà, j'ai trouvé ça couillu, j'ai trouvé ça vraiment osé. Parce que ça passe en fait au final, la pilule elle passe. On a une ado un peu social justice warrior en mode le patriarcat, la grossophobie, body positivity, qui est symbolisée par Terra. On a une ado qui est introvertie, elle c'est une empathe et c'est une fée de l'esprit, donc elle entend les voix des gens, hein, elle entend les voix des gens et elle entend les pensées des gens et leurs émotions. Voilà, donc on a le fameux triangle amoureux, donc classique hein, dans les séries pour adolescents, lapin bêche hyper populaire. Enfin voilà, on a vraiment des archétypes qui sont super intéressants et qui permettent de bien tenir en haleine. Pour le coup, j'ai regardé la série avec un pote à moi qui a 2 fois mon âge et qui ne connaît absolument pas que voilà l'univers des Wings, etc. Il a vraiment adoré la série, il l'a trouvé bien écrite. Très très bien écrite, mais il a trouvé que c'était dommage, voilà, que le décor n'était pas forcément à la hauteur ou cohérent en tout cas avec l'univers de la série. Il a trouvé ça beaucoup trop américanisé et un peu trop, voilà, bâtard. Voilà, après maintenant, si je devais juste rentrer dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben moi ce que j'en pense c'est que c'est super cool, comme je vous disais, voilà, ils ont exploité plein de choses hyper intéressantes qui étaient soulevées par des fans depuis longtemps. Ce que j'ai particulièrement kiffé c'est le développement de Bloom. On reprochait beaucoup de choses à Bloom en fait, les fans des Wings, notamment par rapport au fait que voilà elle est tout le temps hyper mise en avant en fait dans la série d'animation. Elle a des power-up de fou, elle est tout le temps au centre de tout, et en fait c'était hyper agréable juste de redécouvrir pardon l'histoire sans avoir Bloom au centre de tout. Donc c'est toujours la personnage principale de l'histoire, mais je trouve que les arcs mineurs et les destinées des personnages secondaires sont tout aussi centrale en fait que celle de Bloom, et ça c'est hyper agréable. Du coup elle est moins chiante, ça fait moins héroïne de manga ou héros de manga vraiment au centre de tout et on comprend pas trop des fois pourquoi il est présent dans certaines scènes. Là c'est vraiment succinct, c'est vraiment fin, et tous les personnages je trouve ont comment dirais-je, une évolution en tout cas au cours de la saison 1 qui est intéressante, que je trouve très intéressante, que je trouve riche, que je trouve très épaisse. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque et la réflexion que s'ils sont malins, ils devraient dans la foulée sortir une série de bouquins
sur cet univers-là, parce que du coup, ça permettrait peut-être de rendre la licence un peu plus mature, un peu plus accessible à un public qui a été déçu par la dernière saison, qui était clairement pour des enfants, 8 ans, 8-13 ans. Donc voilà, donc je pense que ce serait une bonne idée de publier des livres dans la foulée sur cet univers-là, parce que c'est un univers qui est vraiment riche, que j'ai trouvé hyper intéressant. Ils ont réussi à faire rentrer des questions sur la sexualité avec un personnage qui est gay et qui ne s'assume pas vraiment dans la série. C'est très sexuel, c'est très sensuel, c'est très adolescent, voilà, c'est très série pour ados. Les acteurs sont très beaux, ils ont été super bien castés. Je trouve vraiment le casting de Bloom, il est parfait. J'ai trouvé un peu abusé de choisir une meuf comme l'actrice qu'ils ont choisie pour jouer le rôle d'Aisha, parce que je pense que voilà, c'est difficile de vendre une série comme les Winx en 2021 avec toutes les questions de diktat de la beauté, de standards de beauté, de normes, etc. Donc c'est sûr qu'ils allaient pas prendre des mannequins, donc ils l'ont fait quand même pour Bloom. Pour Stella, voilà, la meuf elle est mignonne, mais bon, voilà. Mais voilà, pour les autres, ils ont vraiment choisi des nanas qui sont lambda. Et j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça un peu too much. Mais bon, en même temps, je me suis dit, est-ce que la série aurait aussi bien pris si ils avaient vraiment casté que des nanas qui ont des traits hyper fins, longilignes, voilà, des nanas qui ont littéralement des gueules de fées, quoi. Ça aurait été un peu ridicule, je pense, et difficile à vendre, surtout difficile à vendre à Netflix. Voilà, donc que dire de plus? Il y a tellement de choses à dire. Enfin, le personnage de Faragonda, la directrice de l'école, grosse surprise. Vraiment, j'imaginais pas qu'on puisse développer à ce point-là un personnage qui est aussi niais et sans épaisseur dans la version d'animation. Vraiment, vraiment choqué, quoi. La nana, elle est sombre, elle a des secrets. Elle a assassiné plein de gens. Enfin voilà, c'est quand même super riche. Voilà. Après, les personnages secondaires, le reste du corps enseignant, vraiment, je les ai trouvés insipides. Peu de personnalité, pas très creusé, donc c'est sûrement fait exprès pour pas qu'on en ait trop non plus à mâchouiller. Mais voilà, je les ai pas trouvés très intéressants. Il y avait un effet un peu Poudlard, des références qui étaient un peu maladroites à Harry Potter. Bon, c'est ok, voilà. Voilà. Donc voilà, donc sinon je trouve que c'est une série qui est sympa, elle vaut le coup d'être regardée pour les personnes qui connaissent vraiment pas cet univers. C'est une belle porte d'entrée dans le Winx Club, donc vraiment n'hésitez pas à la regarder. Je n'ai pas été rémunéré par Netflix pour faire cette critique, c'est salaud. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder non plus, mais en tout cas super série à regarder, et je vous invite vraiment à laisser en commentaire vos avis et me dire du coup si vous connaissez les Winx, si vous êtes sensible à ça, et si vous voulez que je parle de fées et de la mythologie astrale des fées dans le podcast. Voilà, donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi je vous dis à très bientôt.